Amis téléspectateurs de Amani TV, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous accueillons un autre débat qui va porter sur le panafricanisme. On parle souvent de souveraineté économique, on parle également de liberté, de l'atteinte de cet idéal-là, de l'unification des États au niveau du continent. Mais quelle est la version et la compréhension de la jeunesse par rapport à ce concept de panafricanisme? C'est la raison pour laquelle on a tenu ce débat. Et pour cela, nous sommes avec Mohamed Rassoul Ndiaye. Rassoul, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de JDA, Jeune Diplomate Africain, et vous êtes étudiant en sciences politiques et relations internationales. Et à ma droite, il y a Tchane Mbaye. Tchane, bonjour. Bonjour. Vous êtes également étudiante en droit. Et aujourd'hui, nous allons parler avec vous du panafricanisme, mais de la version de la jeunesse par rapport à ce concept-là. Rassoul, comment est-ce que vous comprenez le panafricanisme? Alors, le panafricanisme, aujourd'hui, il faut le comprendre sur plusieurs dimensions. Parce qu'il faut comprendre que le thème n'est pas comment on le comprend aujourd'hui. Il a énormément évolué dans l'histoire, parce que, même si ça peut être très surprenant, ça n'a pas commencé en Afrique. Le panafricanisme est apparu au XIXe siècle, aux fins de la révolution haïtienne de 1792, et à la base, il était fait pour lutter contre l'esclavage. Dans cette lutte contre l'esclavage-là, ensuite, c'est suivi d'autres événements qui ont atteint la condition de l'homme noir, et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, il s'est propagé beaucoup plus en Afrique et dans d'autres régions où l'homme noir existait. Donc, de manière synthétique, si on regroupe toutes les conceptions et toute l'évolution du panafricanisme dans le temps et dans l'histoire, on peut dire que le panafricanisme est tout simplement un mouvement qui fait la promotion de la condition de l'homme noir et de l'homme africain de manière générale. Alors, qui fait la condition de l'homme noir et de l'homme africain de façon générale. Merci Rassoul pour ce rappel historique. Mais Tchane, comment est-ce que la jeunesse aujourd'hui doit comprendre le panafricanisme? Étant déjà dans un nouveau contexte où je pense 70 à 75% des Africains sont des jeunes, il est nécessaire tout naturellement de redéfinir ce panafricanisme-là pour que ça soit complètement marié à nos réalités ou à nos besoins, nous les jeunes. Parce que comme mon camarade vient de le dire, c'est un mouvement qui est né à la fin du 19e siècle, avec comme précurseurs des Américains carrément, des Américains et des personnes venant des Caraïbes, donc des gens qui sont complètement désorientés par rapport à ce que c'est que l'Afrique. Même si bien évidemment leur but de base c'est prendre en compte des réalités comme la décolonisation qui se devait d'être promue. Ils ont fait leur bout de chemin. Avec le temps bien évidemment, le panafricanisme qu'on avait au 19e siècle a eu une évolution. Étant en 2020, 2024, 2025 et justement entrant dans le 22e siècle, il est tout naturel de mettre sur la table de nouvelles mesures qui puissent nous convenir, nous jeunes. Voilà. Alors, on ne peut pas parler quand même de panafricanisme sans pour autant parler des pères fondateurs. Mais ces pères fondateurs-là du panafricanisme étaient souvent mal compris. On parlait de dictateurs pour certains, de sanguinaires pour d'autres. Aujourd'hui, quelle est votre position par rapport à ça? Ma position par rapport au panafricanisme. Par rapport peut-être à cette réaction-là qu'on avait souvent de ces pères fondateurs. Ces pères fondateurs, oui. Déjà, l'un des premiers pères fondateurs, ce n'était pas celui que l'on croit tous, ce n'était pas Kwame Nkrumah. L'un des premiers pères fondateurs du panafricanisme, c'était les William Dubois, c'était ce que l'on appelait les Antonin Farmin, c'était tous ces Caribéens-là qui étaient dans les Antilles, qui ont commencé à développer ce mouvement-là. À la base, ce n'était pas comme on le voit aujourd'hui. Mais après, au fur et à mesure du temps, on a quand même vu que ces dirigeants-là ont été considérés comme tout simplement des gens qui étaient des dictateurs, des gens qui étaient extrémistes, tout simplement parce qu'il faut comprendre déjà dans quel contexte on était à ce moment-là. On était dans un contexte où les gens étaient venus en Afrique pour faire quoi? Pour coloniser. Et ils ont justifié la colonisation par l'anthropologie, c'est-à-dire par le fait que l'homme africain n'était tout simplement pas assez bon, n'était pas assez cultivé, n'était pas assez intellect justement pour continuer à vivre de lui-même, et on devait lui apporter ce qu'ils appellent la civilisation. C'est pour ça d'ailleurs que Cheikh Anta Diop appelait son livre « Civilisation ou barbarie ». Et dans ce contexte-là, je pense que ce n'était pas pertinent de leur dire qu'ils étaient tout simplement des dictateurs. C'était tout simplement des personnes qui ont vu ce qui se passait en Afrique, qui ont senti les choses, et on a tout fait pour les éliminer justement avant qu'il y ait le sursaut d'orgueil de toute la population, à mon avis.
Alors, ces pères fondateurs sont multiples. C'est vrai que le terme père fondateur peut être un peu restrictif. En effet. Mais quand même, comparé à l'évolution du panafricanisme, on peut dire qu'il y a eu quand même beaucoup de gens, à part les Kwame Nkrumah, les Sékou Touré, à part tous ces personnages qu'on connaît, il y a également d'autres qui sont considérés comme panafricains et qui peut-être étaient nos contemporains. On parle de Kadhafi, on parle d'autres leaders, mais qui finalement ont eu des difficultés avec l'Occident. Comment est-ce que vous voyez peut-être l'évolution de ces dirigeants africains panafricanistes et leur fin justement? Justement, je pense que tout est d'une façon ou d'une autre lié même au but du panafricanisme au tout début, parce que c'était un combat quand même assez grand, parce que ça voulait prendre en compte justement l'intérêt des États africains, des peuples africains et des autres peuples noirs d'ascendance africaine. Sachant qu'il y avait tout naturellement une différence de réalité. Pour l'homme afro-américain qui a grandi aux États-Unis et la Sénégalaise que je suis, il y a toute une divergence de vie. Et hélas, bon, à tort ou à raison, ils ont essayé de mener ce combat-là. Ce combat, justement, était basé sur 3 aspects: politique, économique et culturel. Culturellement, on a eu à voir ce que Léopold Sédar Senghor a écrit, ce que David Diop a écrit, ce que William Dubois a écrit avec De Negro, ainsi de suite. Donc je pense qu'ils se sont affirmés en faisant comprendre que la médaille qu'on a sur nos peaux n'est pas forcément un défaut, que ça ne constitue pas justement un argument de suprématie blanche. Justement. Il doit peut-être justifier le sentiment de supériorité des autres. Donc ils ont beaucoup misé sur le littéraire, comme vous l'avez remarqué, avec tous les textes, autant pour moi, qui ont été écrits. Hélas, les textes ne développent pas un État. Justement, donc, pensez peut-être la révolution culturelle n'est pas carrément, ou n'était pas pertinente? Elle est pertinente quand même. Lorsqu'on lit Senghor, on est content quand même, mais sachant que ce ne sont pas des vers qui développent un État. Et ce ne sont pas des vers qui développent un État. Rassoul, est-ce que vraiment la révolution économique, elle a parlé de celle culturelle? Est-ce que la révolution économique, vous pensez que les leaders africains ont bien porté ce combat-là? Non, ils l'ont très très mal porté en réalité. Je réponds très frontalement, ils l'ont très mal porté. Tout simplement parce qu'on a été, jusqu'à présent même je pense, qu'on est dans la conséquence de ce qu'on appelle les programmes d'ajustement structurel. Les programmes d'ajustement structurel, c'est simple, c'était tout simplement le FMI et la Banque mondiale qui ont imposé aux pays africains des restrictions, et surtout ils leur ont imposé des réformes économiques et sociales très importantes. On nous a demandé de moins investir sur le social et sur notre économie, de beaucoup plus investir sur le militaire et le politique. Et donc ça fait que lorsque l'on se soumet à cela, et pour cause, l'excuse qu'ils ont sorti, c'était qu'il fallait sauver le système monétaire international, on peut tout simplement se dire que ce n'est pas réellement, on va dire, un motif valable. Bon, ça peut être un motif valable dans la mesure où dans le FMI et la Banque mondiale, on cotise en termes de quote-part, mais dans une autre mesure, on peut voir quand même que on est dans un monde totalement capitaliste. Capitaliste dans la mesure où les plus forts essaient toujours d'écraser les plus faibles. Et dans cette mesure-là, de vouloir mettre en place des réformes, on essaie de mettre toujours au plus bas les Africains. Et aujourd'hui, pour vous dire que ces programmes d'ajustement structurel-là, l'économie même est l'un des principaux problèmes en Afrique. Si nos frères prennent la mer, c'est à cause de l'économie, il faut le dire. Sinon, s'il y a du terrorisme en Afrique, s'il y a de l'extrémisme violent, c'est à cause de l'économie. S'il y a des problèmes de gouvernance, entre autres, c'est à cause de l'économie. Parce que les gens ne se lèvent pas un matin pour se dire qu'on va devenir politicien pour détourner, si d'ailleurs, s'ils créaient leurs entreprises et que ça marchait. Il faut le dire. Il faut le dire. Il y a un problème de corruption parce qu'on a un système économique qui est très mauvais, qui n'est pas adapté justement aux réalités sociales du pays. Et comme le disait Alain Foucault, il faut sortir, dans le terme de la gouvernance, il disait qu'il faut sortir de cette constitution de 1958-là, qui nous tue tous les jours. C'est-à-dire que cette constitution est inadaptée aux réalités sociales et elle nous encombre tous les jours justement dans la misère, à mon avis. Alors, cette analyse que vous venez de faire sur le plan économique et la manière dont les leaders africains, en tout cas, portent ce combat-là pour atteindre le panafricanisme, et ce que Tchane vient d'évoquer concernant peut-être la révolution culturelle qui devrait accompagner l'atteinte de cet idéal panafricaniste, là ont également un point qui le lie, et c'est l'aspect politique, justement. Jusqu'à présent, on ne parvient pas à avoir l'union des peuples africains, on parle d'union des États africains, mais qu'est-ce qui freine, en fait, l'atteinte de cette unification-là au niveau du continent? Déjà, pour voir ce qui freine, il faudrait peut-être faire un bond en arrière.
lorsqu'on essaie de voir pourquoi il y a eu justement un certain décalage entre les Noirs américains et les Africains, on parvient à comprendre qu'il y a diverses barrières. On comprend qu'aux États-Unis, on parle l'anglais. Dans les Caraïbes, on parle, je pense, l'espagnol. En Afrique, on parle de diverses langues, justement le Wolof, le Peul, etc. Donc, il y a cette disparité. Et lorsque vous venez en Afrique, il y a le Peul, il y a le Wolof. Il y a différentes langues pour différents États. Et même dans un État, il y a différentes langues. Il y a la barrière de la religion aussi. Même si, bon, il n'y en a que deux qui sont là, qui sont les plus prioritaires. Toujours est-il qu'il y a, justement, avec la conférence de Berlin qui nous a découpé comme, comme une part de gâteau, comme justement du gâteau découpé en différentes parts, sans logique aucune, ceci a bouleversé l'ordre politique de l'Afrique. On aurait pu espérer, comme l'avait convoqué Kwame Nkrumah, en parlant de l'URSAO, Union des républiques socialistes de l'Afrique de l'Ouest. On aurait pu penser à ça s'il n'y avait pas toutes ces barrières. Toutes ces barrières peuvent-elles être franchies dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans peut-être? Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, c'est peut-être pessimiste, disons, mais quand même, ces barrières que vous venez d'évoquer, Tiane, sont plus historiques, si on remarque bien. Mais aujourd'hui, cette diversité-là qu'elle a évoquée, est-ce que ça ne devrait pas être une force, en fait, pour atteindre le panafricanisme, au lieu justement d'entraver? Alors, ça peut être une force comme ça peut être une faiblesse en réalité. Ça peut être une force dans la mesure où elle a évoqué un point qui est très important, qui était la conférence de Berlin. La conférence de Berlin, en fait, c'était quoi? Concrètement, Bismarck s'est levé pendant la conférence et il a dit, je cite, « Prenez tout ce que vous pouvez jusqu'à ce que vous trouviez un voisin ». C'est très clair. Prenez tout ce que vous pouvez jusqu'à ce que vous puissiez trouver un voisin. Et en prenant ces territoires-là et en prenant justement cette envergure-là, quand on regarde l'empire colonial français qui avait énormément d'États qu'il avait en sa possession, on remarque quand même que c'était assez compliqué justement d'avoir cette unité-là aujourd'hui. Parce que tout ce que l'on subit aujourd'hui en réalité en termes de conflits ethniques, en termes de conflits sociaux, c'est le legs de tout ça. Comment? Parce qu'en fait, les tribus étaient divisées à l'époque. Les tribus étaient très bien divisées, mais ce qui s'est passé, c'est qu'avec cette colonisation-là, les tribus se sont retrouvées rassemblées. Après, à la fin de la colonisation, justement, on les a laissés comme ils étaient. Et ça fait qu'on met ensemble des gens qui ne s'entendaient pas nécessairement, qui avaient une conception du pouvoir différente, une conception ethnique du pouvoir. Et justement, là, on les met tous ensemble, on les laisse à leur dépourvu et on crée des républiques. Ça ne marche pas. Ça peut être une force dans la mesure... Là, je viens de citer les faiblesses. Parce que lorsque l'on met plusieurs ethnies qui n'avaient pas nécessairement la même histoire, plusieurs peuples, justement, parce qu'il faut comprendre que la notion de peuple en Afrique et celle qui est en Europe est très différente. La notion de peuple en Afrique était extrêmement ethnicisée, de population plutôt, parce qu'un peuple est uni. Un peuple sur un territoire est uni. Mais une population, il y avait plusieurs populations en Afrique, et la conception du pouvoir était en termes de population. Et les populations étaient divisées en ethnies. Et donc, quand on laisse au dépourvu plusieurs ethnies sur un même territoire, ça cause des problèmes ensuite. Maintenant, pour la question de l'avantage. Ça peut être un avantage dans la mesure où, il faut le dire, nous sommes tous noirs, nous sommes tous africains. Je lisais un livre de Karfa Sira Diallo, il disait tout simplement qu'en Afrique, on devrait avoir plus de commémoration par rapport à tout ce que l'on fait. Plus de commémoration, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on doit se rappeler ce que on est, on doit se rappeler en fait, on doit se rappeler ce qu'on est en tant qu'Africain, nos origines, l'histoire commune qu'on a vécue. De la même manière qu'il y a des journées commémoratives plutôt pour le massacre des Juifs, nous devrions aussi organiser plusieurs journées commémoratives pour comprendre que, au final, quand les Blancs, quand les Européens sont venus et qu'ils ont vu nos ancêtres qu'ils les ont réduits à l'esclavage, ils n'ont pas fait de différence d'ethnie, mais nous faisons des différences d'ethnie pour faire des massacres. Donc, à mon avis, ces commémorations-là peuvent permettre justement de réunir les peuples, essayer de nous rappeler de notre mémoire. Et je pense qu'au Sénégal aussi, on a raté cela. On a beaucoup raté cette question de la commémoration-là. Il y a beaucoup plus de choses qu'on pourrait faire à Gorée, mais on en a fait un site touristique. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. C'est dommage, mais c'est comme ça. Je rappelle que nous sommes avec Mohamed Rassoul Ndiaye. Il est le président de JDA, jeune diplomate africain. Il est étudiant
en sciences politiques et relations internationales, et nous sommes également avec Tiané Mbaye qui est étudiante en droit. Mais il y a également, par rapport à l'actualité du panafricanisme, on sait que c'est quelques États-là qui sont actuellement en transition. Pour la plupart, les dirigeants qui sont venus au pouvoir et qui étaient, enfin, les militaires au pouvoir, se proclament ou se réclament en tout cas panafricanistes. Et on sait que peut-être ils ont eu à briser des acquis démocratiques pour arriver au pouvoir. Comment aujourd'hui vous analysez cet état de fait? Bon, j'aurais bien pu applaudir cela, parce que je pense que ces gens-là qui justement organisent des coups d'État ne sont pas intrinsèquement mauvais. Je pense qu'ils ont juste été conditionnés par le contexte quand même. Lorsque vous voyez votre peuple souffrir, au moment où une aristocratie s'accapare de tous les biens, quand même ça peut être fort désolant pour les populations. Donc c'est un acte panafricain? Par contre, non, je ne pense pas. Je pense que le panafricanisme doit évoluer comme toute idéologie dans le monde, sachant qu'il y a eu, comme on l'a dit de base, la révolution culturelle qui a quand même marché. C'était dans les années 60, 70, 80. Le temps est passé. Maintenant, je pense que la bataille ne doit pas forcément être quelque chose qui brise complètement le contexte constitutionnel, quelque chose d'anticonstitutionnel qui viole carrément les lois et règlements. Je pense que même si ce qu'ils ont fait n'est pas forcément malheureux en soi, c'est justifié, je veux dire. Je pense que justement, il faudrait avoir une autre démarche, plus pacifique certes. Jamais je n'aurais pensé dire ça, moi qui étais très extrême dans mes positions. Mais je pense que les personnes qui se battaient en un moment, cette génération justement de soldats, je peux dire, est passée. Et donc vous pensez que le panafricanisme ne doit plus avoir cette allure de combat, de révolution, c'est ça? Je pense, ou bien ça doit l'avoir, mais dans une moindre mesure. Le combat ne doit pas être forcément physique, ou justement des centaines de jeunes peuvent y perdre la vie, alors que les enfants de ces aristocrates-là sont dans les États justement français, occidentaux, en train de bien préparer leur avenir. Alors Rassoul, on sait que par rapport à ce que Tiané vient de dire, on sait par exemple que ces États-là actuellement forment par exemple des conventions, on parle de l'Alliance des États du Sahel, etc. Et ils se proclament à chaque fois panafricanistes. Quel est votre commentaire à ce niveau? Bon, je ne pense pas qu'ils sont nécessairement panafricanistes. Vous savez, c'est de la politique, il ne faut pas se mentir. Bon. Ces militaires-là font de la politique. Il faut le dire. À mon avis, ils font de la politique. Vous savez, quand on prend des pays comme le Niger, c'est un pays où il y a déjà eu 3 présidents qui étaient déjà des militaires. Donc, lorsque il y a un autre coup d'État, il ne faut pas trop être surpris, parce que les militaires ont l'habitude d'être au pouvoir dans ces pays-là. Et donc, on ne peut s'attendre à rien de leur part? Non, c'est pas qu'on ne peut s'attendre à rien. Il faut prendre l'exemple du Rwanda. Paul Kagame n'était pas l'homme justement le plus éthique qu'il soit, mais il faut le dire, Paul Kagame actuellement gère très bien son pays. Et il est venu au pouvoir par un coup d'État. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, la question des coups d'État en Afrique est assez disparate. Par exemple, quand on regarde celui du Gabon est un coup d'État qui a toujours une matrice de révolution de palais. Parce qu'il faut le dire, lorsque Oligui vient au pouvoir, Oligui fait partie du clan de Ali Bongo. Ils sont littéralement cousins, ils sont pratiquement de la même famille eux tous. Donc, quand il vient au pouvoir et qu'il s'accapare de tous les pouvoirs, on peut se dire quand même que la famille Bongo est restée au pouvoir d'une certaine manière. Bon, on verra comment est-ce que ça va avancer, mais concrètement, il n'y a pas vraiment de réaction internationale jusqu'à présent par rapport à ce problème-là du Gabon. On pourrait se demander pourquoi, j'ai la réponse, mais on est devant une caméra, donc je ne vais pas trop m'axer dessus. C'est quoi la réponse? On ne va pas s'axer dessus. Ok, bon, en tout cas, il y a également beaucoup de jeunes qui, par exemple, quittent nos pays. Et même ceux qui ne quittent pas, la plupart d'entre nous, on se parle souvent, ils veulent voyager. La jeunesse africaine ne veut pas peut-être rester dans ce continent. On va aller poursuivre nos études dans des universités américaines, au Canada ou dans d'autres pays. Comment est-ce que vous comprenez cette envie-là de quitter le continent? Est-ce que c'est panafricain déjà? Bonne question. Je ne vais pas les condamner. Je ne vais pas les condamner parce que je pense que je pourrais me mettre à leur place. Ah, donc toi aussi tu veux? Non.
Non, mais quand même, lorsque on est jeune et qu'on voit que, personnellement, je l'ai vu à l'université, des gens plus âgés que moi, plus intelligents que moi, sont là-bas en train de boire du café. Après ça fait que j'ai toute une remise en question de ma vie. Voilà, merci, je vous dis. Mais qu'en est-il des études que j'ai aimées de base et que j'ai entamées par pur plaisir pour justement aider mon pays et justement aider ma famille, m'aider aussi. Lorsqu'on voit ces jeunes-là qui doivent travailler mais qui ne travaillent pas justement parce qu'il y a cette démission de la part de l'État, on a peur quand même. Et je ne pense pas que je peux les juger. Ce n'est pas panafricain, je pense. Je pense qu'on peut développer le pays en restant. Je pense qu'il faudrait une plus grande promotion de l'entrepreneuriat. Je pense que justement, même si l'État a démissionné, on ne doit pas tout attendre de lui. Lorsqu'on prend l'exemple de tous les États dans le monde qui peuvent être un exemple aujourd'hui de développement, l'État n'a pas été aussi, justement, n'a pas été cet acteur-là qui s'est tant impliqué. Au contraire, il y a normalement à un moment un certain recul qu'il fait justement pour laisser les entrepreneurs créer d'autres entrepreneurs qui créent à leur tour des emplois. Ceci doit être promu au Sénégal aussi par l'État. Donc c'est comme un cercle vicieux, mais toujours est-il que je ne peux pas blâmer ces jeunes-là. Alors Tiane dit qu'elle ne peut pas blâmer ces jeunes-là qui préfèrent en tout cas sortir du continent pour trouver un ailleurs meilleur, entre guillemets. Comment est-ce que vous trouvez ces voyages pour la quête peut-être d'études, de conditions d'études meilleures, de conditions de vie? Bon, c'est une conséquence en réalité. C'est une conséquence de plusieurs maux que l'on n'a pas réglés depuis très longtemps. Et il ne faut pas s'étonner justement que cela continue. Aujourd'hui, l'Union européenne met en place, avec beaucoup d'ardeur même je dirais, des limites aux frontières. Ils mettent beaucoup de limites aux frontières, ils massacrent les migrants, avec l'aide même de la police marocaine dans Ceuta et Melilla, dans les îles qui sont aux environs de l'Afrique. Ils mettent beaucoup de pression sur ces migrants-là et ils mettent beaucoup de restrictions là-bas. Mais je pense que la solution, l'investissement ne doit pas être là-bas. L'investissement doit être à la base de la base et de se poser la question de pourquoi est-ce que ces jeunes-là quittent leur pays pour trouver un avenir meilleur. Je mets beaucoup de guillemets parce que lorsqu'ils arrivent, ils sont refourgués dans les quartiers, dans les banlieues. Et pour certains, pour ne pas entrer dans des clichés, mais pour certains, ils vont et concrètement, ils tombent dans la vente de drogue, etc., etc. Donc, comment est-ce qu'un jeune peut se dire que je vais quitter l'Afrique, mon pays, pour aller en Europe et finalement vendre de la drogue? On doit se demander d'abord pourquoi est-ce qu'il part concrètement. Et les réponses sont simples. Au Sénégal, je prends l'exemple du Sénégal, nous sommes à un taux d'inflation de 9%. Nous sommes à un taux d'inflation de 9%, c'est énorme. Nous avons un pouvoir d'achat très maigre. Nous avons, bon, si on sort un peu de Dakar, parce que j'ai essayé un peu de faire des voyages un peu dans le Sénégal, quand on sort de Dakar et qu'on voit les infrastructures dans les autres écoles, c'est très maigre. Donc on a un défaut d'éducation, on a un défaut d'économie, et c'est ça qui fait qu'ensuite, les jeunes partent pour essayer de trouver un avenir meilleur. L'avenir meilleur, ce n'est pas ce que l'on voit, c'est-à-dire, comment expliquer ça? L'avenir meilleur, c'est tout simplement une meilleure condition de vie, tout simplement un meilleur toit pour vivre. Et si on ne le crée pas ici, c'est malheureux. Je vois qu'ils payent il y en a qui payent des millions pour partir, mais c'est-à-dire que ces personnes-là, non, ils ne savent pas qu'ils peuvent investir ces millions ici. Parce que je pense que si quelqu'un sait qu'il peut le faire, je ne pense pas qu'il prendrait son billet pour partir. Après, il faut le dire aussi que la com de l'Europe et des États-Unis est très bonne. Quand on regarde leurs films, on pense que Washington, et quand on regarde leurs films, on pense que Washington et New York, c'est le paradis, alors que je peux vous dire que dans les dessous, quand tu vas un peu dans les Baltimore, c'est très compliqué. C'est très compliqué, il y a des populations qui vivent très très mal là-bas, qui sont tout aussi dans la vente de drogue, entre autres. Donc moi, ce que j'essaie de dire, c'est que oui, le panafricanisme ici peut intervenir dans quelle mesure? C'est-à-dire qu'on doit se dire qu'on doit améliorer nos conditions et pas trouver nos conditions ailleurs. Et ça passe par la base de la base. D'ailleurs, c'est ce qu'on essaie de faire à Jeunes Diplomates Africains. Beaucoup d'éducation, beaucoup de compréhension des enjeux du pays et de l'Afrique même de manière générale pour permettre aux Africains de rester et de construire un idéal ici et ne pas le trouver ailleurs. Alors, pour que ces Africains-là, ces jeunes Africains-là restent dans ce continent, il faut peut-être l'amélioration de ces conditions de vie, mais également l'accès aux services sociaux de base. Souvent, c'est les raisons qui sont évoquées par la plupart de ces jeunes-là qui préfèrent quitter. Mais on va finir cette émission, malheureusement, le temps nous a été compté. Et pour finir, j'aimerais peut-être poser une dernière question. Dans la pratique, comment doit se pratiquer le panafricanisme quand on se dit panafricain? Bon,
je pense que je vais utiliser un mot peut-être qui ne résonne pas forcément avec le panafricanisme. Je pense qu'il se doit d'être moderne. Comme ça pourra un peu plus impacter les jeunes. N'oublions pas que nous sommes dans une ère de la technologie, une ère de la mondialisation qui fait que je suis là, mais je peux être au courant de quelque chose qui se passe à des milliers de kilomètres grâce à la magie des réseaux sociaux. L'Afrique ne doit pas être en retard. Et ça me rappelle des propos d'un homme que je n'aime pas forcément, et qui a raison sur certains points lorsque Senghor, il parle d'enracinement et d'ouverture. J'ai bien envie de savoir ton problème avec Senghor. C'est un problème personnel. Ça, c'est un autre débat. On va faire 2 heures de temps. Ouais, c'est vrai. Mais quand même, j'apprécie ces mots-là. On doit justement s'enraciner, être fier justement de notre couleur noire, de notre condition d'homme noir et de femme noire. Mais quand même, il ne faut pas que ça nous coûte justement une présence sur la table des acteurs mondiaux. L'Afrique est un très grand acteur de l'économie mondiale, si ce n'est le plus grand acteur quand même. De ce fait, les jeunes doivent être conscients de cela. J'applaudis mon camarade quand il parlait d'une communication qui doit être faite, d'une discussion avec ces jeunes-là, pour qu'ils comprennent qu'on peut se développer et développer nos pays en restant quand même. Le fait de partir, ce n'est pas quelque chose que je prône. Par rapport aux réseaux sociaux que j'évoquais tout de suite, il y a cette réalité dont on ne doit pas se départir. Sinon, le panafricanisme reviendra à ces aristocrates-là qui se disent panafricains. Et au final, ce ne sont que ces gens-là qui vont gagner. Donc, on doit le marier avec nos réalités. Comme ça va plaire à tous les jeunes, justement. Et Inch'Allah, espérons qu'ils vont rester. Merci beaucoup. Merci et Rassoul, par rapport à la pratique du panafricanisme aujourd'hui? Oui, vous savez, il y a 2 conceptions quand on parle de développement. Il y a le top-down et le bottom-up. Top-down, c'est ce qui vient de l'État et qui vient sur la population. Bottom-up, c'est ce qui vient de nous et qui permet le développement de notre pays. Aujourd'hui, je trouve que les Africains, les Sénégalais, tout le monde, attendent beaucoup de l'État. On est des gens qui attendent beaucoup de l'État, mais nous ne faisons rien. Donc, c'est là qu'intervient justement cette conception-là du bottom-up qui doit nous permettre justement d'essayer de développer le pays à notre niveau. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire du bottom-up justement? À mon avis, à JDA même, c'est ce que l'on pense. Les objectifs aujourd'hui que l'on doit réunir, que l'on doit essayer de résoudre en Afrique sont au nombre de 4. La paix, et même dans le monde entier. La paix, la sécurité, la gouvernance et l'environnement. Actuellement, nous avons commencé il n'y a qu'un mois, nous avons déjà 3 activités que nous avons mises en place. Les 3 activités constituées du reboisement que l'on a fait sur la VDN. Si vous allez sur la VDN, tous les petits arbres là qui sont un peu là-bas, c'est nous qui avons mis ça là-bas. Okay. Si vous allez dans la forêt classée de Thiès, nous avons fait un champ de reforestation là-bas. Si vous allez un peu sur nos pages, sur LinkedIn entre autres, vous verrez qu'on a fait une marche climatique pour justement prôner le fait... C'est de la pratique en fait, c'est de la pratique. Et là, vous verrez que dans quelques temps, on va commencer un peu à faire justement un peu entrer dans le volet relations internationales, faire des débats, faire des panels, pour que les jeunes en fait puissent comprendre c'est quoi justement le panafricanisme, puisque justement engranger en eux cet esprit-là qu'il faut qu'ils comprennent les réalités de leur pays et qu'il faut qu'ils le fassent. Donc moi, je tiens à ce que les jeunes aujourd'hui prônent justement l'action communautaire. Je pense que c'est ça se résume à ça, l'action communautaire. Il faut que les jeunes soient dans l'action communautaire. C'est quoi l'action communautaire? Très concrètement, c'est juste le fait de s'engager dans des associations, dans des petites structures qui pourront permettre aux jeunes justement de développer le pays à leur petit niveau. À leur petit niveau. C'était un plaisir, Rassoul, de vous avoir dans ce plan. Merci beaucoup. Un plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci Tiane, c'était un plaisir. Plaisir partagé, Abdoulaye. Merci à vous également, amis téléspectateurs. Dans la pratique du panafricanisme, Rassoul a cité ces actions-là qu'il mène avec JDA. On s'en félicite. Merci beaucoup. Tiane également, elle a ses réseaux et elle a parlé des réseaux sociaux qui peut-être peuvent être véhicules quand même de cette idéologie-là panafricaine et de l'approche que les jeunes doivent avoir. Je vous félicite en tout cas tous les deux pour les actions et vous remercie pour avoir répondu à cette invitation. À vous aussi, amis téléspectateurs, merci et à très bientôt sur Amani TV, la chaîne de l'Afrique.